dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois nous faisons le point sur les dernières actualités au sein de l'industrie ETF avec les équipes d'Altéis et le directeur des investissements d'Altéis, Olivier Maltès, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là, merci de nous apporter tout ce matériel, si je puis dire, chaque mois pour bien comprendre comment ce marché des ETF fonctionne. On va parler des flux, on va parler des lancements de nouveaux produits. Alors vous avez magnifiquement teasé ce rendez-vous, je vous en remercie sur les réseaux Olivier. Donc j'ai retenu 21, 4, 32. Voilà, c'est les 3 chiffres clés ou les 3 chiffres mystères de cette interview avec vous. Commençons par dévoiler peut-être le premier des chiffres mystères. Donc 21, c'est 21 milliards de souscriptions sur le mois de novembre sur le côté sur les marchés des ETF en Europe globalement. Donc 21, c'est relativement faible puisque la moyenne sur l'année c'est 29 milliards par mois. Après 2 mois très forts. Après 2 mois très forts, oui. Puis je dis c'est relativement faible, mais 21 milliards c'est quand même très très fort. Puisque depuis le début de l'année, on est à environ 320 milliards de collecte et on ramène ça sur l'année entière, l'année dernière, 2024, qui était la meilleure année jamais vue sur la collecte des ETF et qui était qu'à 255 milliards. Donc voilà, on s'habitue, en fait, on a des mauvaises habitudes, on s'attend à avoir toujours des gros chiffres, mais 21 milliards c'est quand même solide. Mais c'est vrai que c'est en dessous de la moyenne, globalement, de ce qu'on a pu observer pendant toute l'année 2025. Bon, au cours de ce mois de novembre, toutes les classes d'actifs, tous les sous-jacents ont collecté, c'est ça? On est en collecte positive sur toutes les classes d'actifs. On a 14 milliards sur les actions, donc c'est toujours majoritairement actions, ça c'est régulier. 5 milliards sur les obligations, et donc là on est dans la moyenne mensuelle, donc c'est plutôt sur le côté action que c'est un petit peu moins collecté que d'habitude. 1 milliard sur les matières premières, donc relativement faible. Si on s'arrête sur les matières premières, c'est hors argent essentiellement, 600 millions pour l'or, 350 pour l'argent globalement. Le pétrole, c'est globalement flat sur l'ensemble du mois. Donc c'est vraiment hors argent et on le sait, en matière première, c'est rarement un via de collecte via les ETF. C'est arrivé, on a eu 1 ou 2 mois, notamment sur l'or, assez important. Mais voilà, et en tout cas, donc là, c'est vraiment tout ce qui est or et argent. Ce qui est vraiment métaux précieux qui collectent tout globalement. Et puis bien vu d'ailleurs pour ceux qui ont souscrit à des ETF liés à l'or et à l'argent, ce sont 2 métaux qui battent des records encore au moment où on se parle. Du côté des actions, qu'est-ce qui a dominé en termes d'intérêt dans l'univers des actions mondiales, Olivier? Alors là, il y a une petite surprise. Alors sur le côté souscription, c'est grosse capitalisation mondiale, donc ça c'est classique. Ensuite, c'est les 2 zones qui sont un peu marqueurs quand même de cette année. Donc à la fois les marchés émergents, qui restent quand même très très forts et qui ont eu des flux relativement importants sur toute l'année, et donc y compris au mois de novembre. Les grandes capitalisations aussi européennes, donc il y a eu un retour de l'Europe plusieurs fois dans l'année, et donc sur le mois de novembre, des grosses capitalisations. Et ensuite, Japon et Suisse, dans les zones émergentes, qui ont le plus collecté, qui ont porté l'intérêt sur les ETF. Donc la surprise, c'est qu'en décollecte, on a les actions américaines, que ce soit sur les grosses capitalisations et sur les petites capitalisations, les small cap. Donc globalement, une décollecte sur les marchés américains via les ETF, ce qui est là aussi relativement rare. C'est pas le premier mois que ça arrive, mais c'est quand même pas la tendance en général. Donc une décollecte sur les parties US. Côté secteur tech et télécom, donc prise de profit globalement sur le mois de novembre, et l'immobilier aussi. Donc ça c'est plus fréquent, notamment quand il y a des tensions un peu sur les taux, qu'il y ait des décollectes côté ETF sur les actions liées au marché de l'immobilier. Mais voilà, tech et télécom, qui sont 2 secteurs qui ont bien marché quand même tout au long de l'année. On peut mettre ça sur le compte de prise de profit? Certainement. Oui, certainement. Et puis bon, on le sait, il y a des moments, des doutes, notamment sur la tech. Le mois de novembre a été un moment de doute. Et dans les secteurs télécom, je crois qu'il y a Meta aussi, qui est entre... qui est donc du coup, c'est plus tech, ça bouge aussi fortement avec l'IA globalement. Donc certainement des doutes un peu et des prises de profit sur le mois de novembre. Peut-être avant Nvidia aussi, qui a publié relativement... Bien sûr, 26 novembre, c'était fin novembre. Du coup, ça a dû jouer potentiellement sur les prises de profit. On a eu un mois de novembre, là aussi, avec des mouvements autour de l'obligataire. Comment est-ce que ça a pu se traduire en termes de flux sur cette classe d'actifs, Olivier? On a alors globalement des souscriptions sur le souverain, alors sur l'US très très court, donc vraiment du très court terme qui est recherché sur le segment américain, du souverain aussi européen globalement recherché, l'investment grade aussi européen, un retour des ETF à échéance fixe, donc ça laisse plutôt penser que certains investisseurs pensent que les taux auront plutôt tendance à baisser et qu'on est plutôt sur un point un petit peu haut. Dans les décollectes, alors beaucoup sur le GBP. Au mois de novembre, il y a eu le moment aussi où il y a eu la publication du budget. On n'est pas les seuls à avoir des questions sur le budget globalement. Donc du coup, le souverain à la fois en GBP directement et puis mondial couvert en GBP. Donc on voit certainement des flux aussi de sortie et de protection un peu côté marché britannique
britannique et couverture en souverain. L'émergent en devise locale aussi a déconnecté globalement. Et le high yield du US aussi a déconnecté en termes de flux, ce qu'on a pu voir sur les taux. Bon. On évoque à nouveau régulièrement avec vous la thématique ESG. Alors, on est loin de l'engouement qu'on avait pu connaître il y a quelques années. Le mois d'octobre avait été un mois très fort. Très fort, un bon réveil. Qui, visiblement, reste pour l'instant une parenthèse. Exactement, parce que là, 4%, donc c'est le 4. Ah, c'est l'autre chiffre mystère. Ouais. Fil rouge. Non, mais 4%, du coup, c'est le pourcentage des flux des ETF qui ont été vers les ETF ESG. Donc, c'est très, très faible. Globalement, c'est un net ralentissement sur ce mois par rapport au réveil qu'on avait pu voir en octobre et espérer, du coup, en poursuite. Si on regarde entre ETF actions et ETF obligataires, on a des rachats globalement sur la partie ESG des ETF actions et une collecte environ, donc 18% des flux sur l'obligataire qui ont été vers les flux ESG. Donc on voit un net ralentissement encore globalement sur le côté ESG en termes et des émetteurs qui sortent moins de produits tournés vers l'ESG. On en parlera peut-être. On en parlera tout à l'heure. Des produits. Oui, ça revient un peu. Ça reste revient quand même, voilà. Et notamment, globalement, il y a quand même des émetteurs, notamment français, qui continuent à être relativement importants, d'insister. Je pense à Amundi ou BNP, qui continuent vraiment d'alimenter cette possibilité. Et en termes quand on regarde les émissions d'émetteurs, Amundi, sur le côté spécifiquement ESG, là, Amundi est premier pour la deuxième mois consécutif sur cette collecte et troisième depuis le début de l'année. BNP se met sixième et deuxième globalement depuis le début de l'année. C'est BlackRock qui se met cinquième en termes de collecte sur le mois de novembre et qui est premier depuis le début de l'année. Ce qu'on peut noter, c'est JP Morgan qui avait été globalement relativement important sur le ESG, qui là fait presque 1,5 milliard, 1,4 milliard de rachats spécifiquement sur l'ESG ce mois-ci et qui se met à la 14e place des flux depuis le début de l'année. Donc une vraie baisse, compliqué par rapport à JP Morgan sur le côté vraiment ESG. La dynamique n'est pas exactement la même forcément. Même aux États-Unis, premier. Oui. Et puis aux États-Unis, oui. Non, mais par rapport aux flux globaux sur les ETF, j'entends. On arrive à avoir des flux un peu différents sur l'ESG parce que des maisons ont des spécificités quand même. Je pense à BNP par exemple, qui a une spécificité vraiment très ESG. Donc on arrive à avoir des choses un peu différentes en termes d'émetteurs sur les flux. Alors que dans l'univers global. BlackRock, toujours premier, donc toujours premier ce mois-ci, toujours premier sur le début de l'année, et puis là une forte collecte quand même globalement, parce que supérieure à leur part de marché, ça c'est à noter, quand on a une part de marché aussi importante, c'est toujours ça paraît facile, mais c'est à mon avis pas si facile d'arriver à collecter globalement. Amundi est à la deuxième place globalement sur le mois de novembre, et fait une très très forte collecte, puisque c'est plus de 20% des flux, donc c'est un très bon mois de novembre pour Amundi. DWS se met en troisième position, donc là on retrouve par rapport aux encours, BlackRock, Amundi, DWS, le tiercé dans l'ordre, j'ai envie de dire, parce que c'est en lien vraiment avec leurs encours. Quand on regarde sur qui a gagné, qui a perdu une place, UBS, globalement, a gagné une place parmi les 10 plus gros émetteurs d'ETF. Et il y avait un peu une lutte entre UBS et Vanguard globalement, en termes d'encours. Et donc, ils arrivent à prendre un peu d'avance par rapport à Vanguard sur cette année. C'est un peu le match dans le match, parce que c'est toujours les trois premiers sont quand même, les places sont prises et ça paraît compliqué d'imaginer un changement à court terme, voire même moyen terme. Mais après, donc du coup, on regarde sur les places un peu en dessous. Et donc là, UBS fait un bon mois globalement. Il y avait donc 4% de collecte pour les ETF ESG, c'est aussi 4% de collecte pour les ETF actifs en novembre. Exactement, donc là c'est relativement faible aussi. Ce qu'on a pu voir sur toute l'année, c'était plutôt de l'ordre de 8, donc c'est environ la moitié en termes de flux qui ont été vers les ETF actifs. On a alors très petit sur les ETF actifs côté action, environ uniquement 1% des flux qui ont été vers l'actif. Plus important sur l'obligataire, 10%. C'est ce qu'on voit souvent. C'est un peu comme sur l'ESG, on voit souvent plus de flux sur l'obligataire ESG que sur les actions ESG. C'est pareil sur le côté actif. Et là, donc globalement, je le rappelle, en termes d'encours, on est en gros à 3% des ETF actions qui sont en actif, un peu plus, 3-4 sur le côté obligataire qui sont en actif. Donc ça reste très très faible. On avait, depuis l'année dernière, plutôt 8% en moyenne en termes de flux qui vont vers les ETF actifs. Là, on est en dessous du 8%. Donc c'est pas une croissance fulgurante non plus. Non, il y a eu... là, on revient sur des niveaux qu'on avait il y a 2 ans environ. C'était environ les flux sur l'actif. C'était un peu plus important, mais sur le mois d'avant, c'était un peu plus... Et puis l'autre chiffre mystère qu'on dévoile désormais, c'est 32. 32, c'est le nombre de produits ETF qui ont été lancés là au cours du mois de novembre. En Europe, sur le mois de novembre, donc c'est beaucoup intense. C'est un mois intense, exactement, avec 15 sur le côté action, aux obligataires, 4 sur le côté allocation. Vous savez, c'est les ETF qui packagent à la fois des expositions actions, obligations qui vont soit être actifs et qui vont pouvoir bouger, soit qui vont être fixes, mais qui permettent aussi de
s'exposer de manière encore plus diversifiée en étant à la fois sur plusieurs classes d'actifs, un sur les matières premières et un aussi sur le cash. Ouais. Et donc on en a 5 ESG quand même globalement, donc toujours des émissions, surtout aussi sur le côté obligataire, et 4 ETF actifs globalement parmi ces 32. Donc un mois très intense. Quels sont ceux qui ont retenu votre attention là, Olivier? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on a toujours eu des dynamiques quand même, des thématiques sur l'année qui peuvent aussi un peu résumer l'année. Donc on a Amundi qui a lancé un ETF sur la souveraineté européenne. Et donc c'est là l'idée, c'est d'être investi de manière équipondérée sur 10 thèmes vraiment liés à la souveraineté en Europe, sur les entreprises du coup qui travaillent sur la souveraineté européenne. Donc on va évidemment retrouver de la défense, l'énergie, l'infrastructure, la santé, enfin plein quelque chose de très diversifié quand même. Très diversifié sur 10 secteurs, mais vraiment avec cette idée d'essayer d'avoir cette idée de souveraineté européenne et de favoriser ce développement. On a toujours la défense aussi, donc on a eu 2 nouveaux ETF par rapport à DK et ANETF qui ont sorti 2 ETF sur la thématique défense, qu'on peut relier aussi à la souveraineté, même si la souveraineté c'est plus large que juste la défense. On voit un retour aussi des thèses un peu de qualité et de dividendes. Donc on a 3 ETF sur les dividendes, soit aristocratiques, soit les entreprises de haute qualité qui payent des dividendes. Donc on sent cette idée aussi d'arriver à élargir la gamme pour permettre, si jamais le marché était un peu plus tendu, d'arriver à... La qualité a beaucoup souffert en Europe. Exactement, ouais. Donc du coup on voit qu'il y a des positionnements un petit peu comme ça. Et puis on a 2 Odo par exemple, qui a émis 2 ETF actifs. Odo qui a lancer son offre ETF là au cours du mois de novembre. Exactement. Et donc deux actions sur le monde et sur les États-Unis globalement, et donc avec des ETF actifs sur le côté action. Bon, en termes de stratégie d'investissement, Olivier, comment on est positionné là pour essayer de terminer tranquillement cette année et aborder le début d'année 2026? On avait remis progressivement du risque. On a passé une bonne partie de l'année plutôt défensif en se disant que le rebond avait été un peu trop important. On était revenu plutôt à la neutralité sur le mois d'octobre et remis du risque sur le mois de novembre en jouant justement, en estimant que la Fed allait baisser ses taux et donc la liquidité allait aussi aider. Donc on est plutôt surpondéré, donc sur un profil 50-50, on est plutôt à 55% en action pour accompagner ce mouvement. On va rester comme ça à la fin de l'année pour aborder cette année. On est plutôt constructif sur au moins la première partie de l'année. On pense que déjà ça va être une année d'élection, donc en général ça aide puisqu'on a tendance à vouloir aider le marché globalement et puis avoir des gestes vis-à-vis des consommateurs qui devraient soutenir la croissance. Et puis c'est une année aussi où la Fed devrait continuer à baisser ses taux et il va y avoir le changement évidemment et peut-être la perte d'indépendance, mais en tout cas certainement un nouveau président qui va aller un peu plus vers la baisse des taux aussi, ce qui en tout cas court et moyen terme devrait plutôt être bon pour les marchés actions. Donc on voit pas vraiment de raison de s'inquiéter. Donc on se positionne pour la poursuite d'un rallye. Alors, je ne sais pas si on est en plein rallye ou en tout cas, mais une poursuite de mouvements plutôt favorables. Et même pour un début d'année, avec on pense plutôt un début d'année plutôt constructif. On ne voit pas vraiment de signaux d'inquiétude, y compris sur la tech. Évidemment, il y aura de la volatilité, mais on pense qu'il y a du potentiel, il y a de l'intérêt et que ça va continuer normalement à porter. Donc on sera évidemment vigilant et on saura être actif, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. Exactement. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Maltès, Altéis avec nous dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.